Bonsoir, il est 19h50, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, sécurité et situation sanitaire, ce sont les deux points abordés au Conseil national de sécurité qui s'est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence. Les candidats à l'assaut des électeurs à Soubré, à 2 jours des élections sénatoriales partielles, les candidats sont à pied d'œuvre sur le terrain. Focus ce soir donc à Soubré, dans la région de la Nawa. Et le variant Delta met sous pression le système de santé au Sénégal. Le personnel médical est au bord de la rupture. Un point dans ce journal. Le Conseil national de sécurité, conduit par le président Alassane Ouattara, s'est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence. 2 points majeurs ont été examinés au cours de cette réunion. La situation sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'intérieur du pays et la crise sanitaire de la Covid-19. Pierre Dipomela. Le Conseil national de sécurité, présidé par le président Alassane Ouattara, ce jeudi, s'est félicité de l'amélioration de la situation sécuritaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la sécurité à l'intérieur du pays, l'unité spéciale de lutte contre l'orpaillage clandestin, créée récemment lors du précédent Conseil national de sécurité, donne déjà des résultats. Des récents résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière Est, initiée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpaillage illégal. En effet, le bilan des opérations de déguerpissement pour le mois de juillet 2021 s'établit comme suit. 9 sites d'orpaillage illégal démantelés, 168 personnes interpellées, 132 abris de fortune détruits, 33 motopompes, 30 dragues et 14 motocyclettes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme et l'orpaillage illégal. Face aux accidents de la route qui persistent, le CNS veut passer à la répression. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique, avec 1468 cas en juin 2021 contre 1449 en juillet 2021. Un chiffre encore élevé, notamment au regard des 119 morts qui en ont résulté. Face à ce constat, le président de la République a donné des instructions afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire de façon significative le nombre d'accidents de la voie publique. Mais si le taux, 5% de contamination au Covid-19 en Côte d'Ivoire, ne suscite pas d'inquiétude particulière, la question de cette crise sanitaire n'a pas fait défaut à cette session du CNS, surtout qu'il a été noté une hausse des cas de contamination ce mois de juillet. L'intensification de la campagne vaccinale est devenue plus qu'une nécessité. Le taux de positivité, qui se situe entre 2 et 3%, bien en dessous du seuil de contrôle de la maladie qui est de 5%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. Toutefois, ce mois de juillet est marqué par une légère hausse de nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays en comparaison au mois précédent. Au regard des flambées observées aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de surveillance épidémiologique aux portes d'entrée du pays, en particulier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République, qui s'est réjoui du nombre de plus en plus croissant de personnes vaccinées, a toutefois donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour l'intensification de la campagne vaccinale. À ce jour,
plus d'1 million d'individus ont pu recevoir leur première dose de vaccin. D'ici à fin septembre, une commande de 1 400 000 doses est attendue. La campagne électorale bat son plein dans les 5 régions concernées par les sénatoriales partielles du samedi 31 juillet prochain. À quelques 48 heures de ce scrutin, les candidats sont à la conquête des voix des élus régionaux et municipaux. Et ce soir, direction Soubré, dans la région de l'Anawa, dans le sud-ouest ivoirien, où les 2 candidats du RHDP et du PDCI sont sur le terrain et où ils tentent de rallier les grands électeurs à leur cause. C'est un reportage de Thiémé Dandier. Soubré, capitale de la Nawa dans la campagne des sénatoriales partielles. Dans cette région, porte d'entrée du sud-ouest ivoirien, 2 candidats retenus se lancent à la pêche des voix des élus municipaux et régionaux. Sur le terrain, tous vendent leur candidature pour s'offrir le suffrage des grands électeurs. Nous sommes tous ensemble dans cette région. Que cette campagne se passe vraiment dans la paix. Qu'il n'y ait pas de trouble. Et qu'au soir du 31 juillet, que le vote se passe très bien. Que le gagnant tend la main à celui qui a perdu et que le perdant également tend la main au gagnant. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre région. Je demande à tous les militants et à tous les conseillers municipaux de la région, parce que de voter pour moi pour que demain je puisse leur rendre compte et leur dire ce qui se passe au Sénat. Notons que les sénatoriales partielles se tiennent ce samedi 31 juillet dans 4 autres régions du pays. Ce sont les Grands Ponts, le Gontougo, le Kabadougou et le Bunkani, en raison de décès et de démission des titulaires élus. Et puis à présent, des chiffres des recettes de l'État. L'administration des impôts s'est réunie hier mercredi en séminaire et c'était sous la houlette du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. L'objectif était de faire le bilan du premier semestre 2021 dont le montant total des recettes s'élève à 1432,2 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 35,3 milliards par rapport aux prévisions et un taux de recouvrement de 102,5%. C'est un reportage de Yéli Traoré et Éric Kimou. 1432,2 milliards de francs CFA de recettes perçus au premier semestre sur un objectif de 1402,9, soit un écart positif de 35,3 milliards avec un taux de recouvrement de 102,5%. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués lors du séminaire bilan du premier semestre de l'administration fiscale. Au regard de ces résultats globalement satisfaisants, je tiens d'ores et déjà et maintenant à vous adresser à tous, chers collègues, mes félicitations pour le travail abattu et à vous encourager, à vous exhorter à persévérer dans l'effort afin que nous puissions relever ensemble les futurs défis qui nous attendent. Le premier responsable de l'administration fiscale a également profité de ce séminaire pour faire une projection des résultats attendus au titre du deuxième semestre. Les projections de recettes attendues pour le second semestre 2021 s'établissent à 1266,6 milliards, dont 660,2 milliards qui nous attendent pour le troisième trimestre. Ce séminaire bilan était présidé par le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui a félicité l'administration des impôts pour les performances réalisées. Après la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, le parc national de la Comoé, le parc national de Taï et la ville historique de Grand-Bassam, c'est au tour de 8 mosquées de style soudanais du nord de la Côte d'Ivoire de faire leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un patrimoine des biens culturels et naturels qui présente un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Des précisions de Salif Yalekwe. 8 petites mosquées situées dans les localités de Tengrila, Kouto, Sorobango, Samatigila, Mbengue, Kong et Kawara, dans le nord ivoirien, sont maintenant inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. L'information a été publiée mardi via le site de l'institution au terme de la 44e réunion du Comité du patrimoine mondial qui a inscrit également plusieurs sites culturels d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe et de la région arabe sur la liste du patrimoine célébrée en ligne depuis Fuzhou, en Chine. Elle constitue des témoignages très importants du commerce transsaharien qui facilita l'expansion de l'islam et de la culture islamique et témoigne d'une fusion des formes architecturales islamiques et locales qui a persisté au fil du temps. La Côte d'Ivoire compte ainsi 5 sites inscrits au patrimoine mondial, 2 culturels et 3 naturels. Le projet de mise en œuvre de l'ECO comme nouvelle monnaie divise. Les députés élus sous la bannière d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, ont dénoncé ce jeudi le vote à l'Assemblée nationale d'un projet de loi à la mise en œuvre de la monnaie dans la région ouest africaine dénommée ECO. Le vote s'est tenu ce mardi, mais pour les députés de l'opposition, rien ne justifie l'empressement du gouvernement à ratifier cet accord qui comporte, selon eux, de nombreuses zones d'ombre. Des explications de Salifia Lekwe et de Tanguy Conan. Les députés ont adopté mardi plusieurs projets de loi, notamment celle relative à la mise en œuvre de la monnaie dans la région ouest africaine, l'ECO. Des parlementaires de l'opposition qui étaient opposés au texte, notamment le groupe parlementaire Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ont réagi 48 heures après ce vote. Pour ces députés, rien n'urge. Ils appellent le chef de l'État à retarder la promulgation de la loi. La réforme monétaire proposée par la France, malgré le changement de dénomination du CFA en ECO, continuera de maintenir les États membres de l'UEMOA dans une dépendance monétaire infantilisante qui n'a pas favorisé le développement économique des États membres de la zone UEMOA, tout en constituant une atteinte grave à leur souveraineté nationale. C'est pourquoi le groupe parlementaire EDS, soucieux de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, condition indispensable de son développement économique et social, propose que la loi qui vient d'être votée en séance plénière ne soit pas promulguée par le président de la République, en attendant que les études d'experts en monnaie éclairent davantage la représentation nationale. Au terme d'une réunion tenue en juin à Accra, au Ghana, les 15 États de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest annonce le lancement de cette monnaie unique, ECO, en 2027. Cette mise en place passe par plusieurs étapes. Le programme de réhabilitation des hôpitaux, lancé en 2019 par le gouvernement ivoirien, se poursuit. Et cette fois, c'est au tour du centre hospitalier régional de Daloa. La structure fraîchement rénovée et équipée a été inaugurée par le Premier ministre une semaine après la mise en service de l'hôpital général d'Adjamé, Pierre Dipomela. Après la première phase de réhabilitation, la capacité du CHR de Daloa passe de 120 lits à 200 lits avec un plateau technique capable de faire face aux urgences médicales de la région. Le Premier ministre a fait le déplacement pour la coupure du ruban. Les bâtiments réhabilités sont ceux abritant l'administration, la pharmacie, le laboratoire, la diabétologie, la maternité, la pédiatrie et les préaux-familles. Ces bâtiments ont été équipés de couveuses de transport, de défibrillateurs automatiques, de couveuses fermées d'élevage, de cardiotachographes, d'électrocardiographes, 3 à 6 pistes. Le Premier ministre Patrick Achi a invité le personnel soignant à avoir les bonnes pratiques du métier en se mettant au service des malades. Quand on vient dans un hôpital, la qualité de l'hôpital n'est pas simplement le plateau technique, les équipements médicaux qui seront là, les bâtiments neufs, non. Quelquefois, quand le malade arrive, il est déprimé, il est désespéré. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va visiter, il ne le voit même pas. Parce qu'il pense à sa maladie. Dans ces moments-là, c'est vous seul qu'il voit. Un simple sourire, un simple mot gentil de votre part, c'est plus que tous les médicaments que vous allez donner. Parce qu'il attend le réconfort, il attend l'attention, il attend l'apaisement, il attend l'espoir,
et veut chercher à lire dans vos yeux que sa maladie-là, il va guérir. Les travaux ont été réalisés par MedAfrique. Cette première phase de réhabilitation du CHR de Daloa s'inscrit dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de restauration de 8 infrastructures sanitaires lancées en 2019. 5 autres établissements publics ont déjà fait peau neuve, ce sont les hôpitaux généraux d'Abobo Nord, Grand Bassam et Adjamé, ainsi que les CHR de Yamoussoukro et Korogo. La 23e édition des Ebonies se tiendra dans quelques mois, prévue les 17, 18 et 19 décembre prochains à Yamoussoukro. L'édition 2021 de ce concours qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire a été lancée officiellement ce jeudi matin à la Maison de la Presse au Plateau. Tout comme l'édition précédente, celle de 2021 aura plusieurs innovations selon ses organisateurs. Le thème choisi pour cette année 2021 est journalisme et fake news, défi ou défiance. Brice Niawa et Harouna Zeba nous en parlent. Journalistes, autorités publiques et privées et acteurs de la communication ont répondu présents à cette cérémonie de lancement de la 23e édition des Ebonies, tout comme la précédente, l'édition 2021, enregistrera beaucoup d'innovations. Le week-end déjà en lui-même est une innovation. Le panel en tout cas des experts et des intellectuels sera aussi une innovation. En plus de cela, il y aura par exemple un prix sectoriel pour la cohésion nationale et la réconciliation nationale qui sera instauré. Nous allons parler de cela plus précisément dans un communiqué. Et également, il faut dire que nous allons changer le lieu de discussion. Certainement dans les environs de Yamoussoukro, ce sera une visite à la résidence du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, et puis surtout une visite aussi dans ses plantations. Journalisme et fake news, défi ou défiance, c'est le thème de cette année. Une question importante vu que la désinformation sur Internet a pris une ampleur considérable ces dernières années et qu'elle est devenue un véritable problème de société. Les fake news aujourd'hui, c'est vraiment une véritable gangrène. En plus d'être des problèmes qui obèrent un peu la cohésion sociale, c'est devenu un problème sanitaire aujourd'hui parce que les fake news conduisent les gens à ne pas se vacciner, exposant de plus en plus les personnes à des risques graves de Covid-19. Donc quand vous travaillez pour l'excellence vous-même dans notre secteur portuaire et que vous avez des gens qui, dans leur secteur, travaillent aussi à cette excellence-là, on a vite fait de se retrouver pour parler du sujet. La nuit du prix d'excellence 2021, qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens, se tiendra du 7 au 9 décembre prochain à Yamoussoukro. Et jusque-là relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, le Sénégal fait désormais face à une explosion des cas liés à la propagation du variant Delta. À Dakar, le système de santé est sous forte tension. Alors que les lits d'hôpitaux dédiés aux patients atteints de la Covid-19 sont pleins, le personnel de santé est au bord de la rupture. Yéli Traoré. Le docteur Babacar Diop, un médecin urgentiste à l'hôpital sénégalais de Fann, en centre-ville de Dakar, commence sa garde de nuit au service des urgences où tous les lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Contraint de devoir refuser de nouveaux patients, le médecin se dit dépassé par une situation qu'il juge catastrophique. Relativement épargné jusque-là par l'épidémie de coronavirus, le Sénégal fait face ces dernières semaines à une explosion du nombre de cas liés vraisemblablement à la propagation du variant Delta. À vrai dire, donc là où on est, la situation elle est quand même très catastrophique. Voilà. Donc, on est un peu dépassé. Le souci c'est que les médecins ils aimeraient bien prendre en charge les malades, mais le principal souci c'est au niveau du plateau technique et le nombre de places. Donc, le nombre de places sous oxygène actuellement, donc toutes les places sont prises. Nous recevons quand même pas mal de patients qui nous viennent d'autres hôpitaux. Mais malheureusement, toujours c'est la même situation. Donc on refuse, pas parce qu'on ne veut pas les prendre, mais on n'a pas là où les mettre pour pouvoir les prendre en charge. Les laboratoires de dépistage sont débordés à cause de la forte demande, tant pour les cas suspects que pour les voyageurs, et le personnel médical est au bord de la rupture. Aujourd'hui, on compte beaucoup de personnels de santé qui sont contaminés et pour la plupart du temps, c'est la fatigue qui est à l'origine de cette contamination. Parfois, c'est le manque d'inattention parce qu'il faut le rappeler, les gens ne dorment plus.
Nous-mêmes qui sommes administratifs, il nous arrive de nous coucher à 3 heures du matin. Imaginez pour le personnel médical, paramédical et de soutien. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut dire que le personnel est vraiment proche de la rupture. Les contaminations sont passées de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1700 un mois plus tard. Le président Macky Sall a menacé de fermer à nouveau les frontières et de restreindre les déplacements internes si la situation l'exigeait. Interrompue pendant plusieurs jours, la campagne de vaccination a par ailleurs repris samedi grâce à la livraison de 151 000 doses du vaccin de Johnson & Johnson. Au total, quelques 640 000 personnes sur une population de 17 millions ont jusqu'à présent été vaccinées, selon les autorités. Relativement épargné pendant longtemps par la pandémie, le Sénégal, un pays de plus de 16 millions d'habitants, a recensé au total plus de 60 000 contaminations pour plus de 1 300 décès. Et puis au Tchad, plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi à N'Djamena contre la junte qui a pris le pouvoir en avril après la mort d'Idriss Déby Itno, encadré par un fort dispositif policier, a constaté un journaliste de l'AFP. Des associations de la société civile et le parti, les transformeurs de l'opposant Succès Masra, ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir du conseil militaire de transition dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, et exigé la révision de la charte actuelle et l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. Yéli Traoré. Très tôt le matin, le cortège des manifestants s'est élancé et sur plus de 2 kilomètres. Des slogans hostiles au Conseil militaire de transition et à la France sont régulièrement lancés. Sur les pancartes, on pouvait lire « Non à un pouvoir militaire »,« Macron hors du Tchad ». Des diplômés sans emploi, des retraités et les victimes du régime de Hissène Habré qui attendent d'être indemnisés, ont aussi rejoint le cortège, chacun avec sa banderole. La manifestation avait été autorisée sur une avenue longue de 3 kilomètres dans le centre de la capitale tchadienne. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Une impression de satisfaction parce que nous avons pu marcher 100 heures. Nous avons démontré, comme l'a dit tout à l'heure Max, que nous sommes matures, que nous sommes capables, que nous sommes responsables d'effectuer une marche vraiment pacifique. Ça, ce n'est pas parce qu'ils le font pour nos beaux yeux, non. Ils le font parce que nous avons combattu. Nous avons lutté pour avoir ce droit de marcher pacifiquement. Tous les Tchadiens qui sont sortis, ils réclament une justice pour tous. Les Tchadiens réclament, comment on appelle, une conférence nationale souveraine et inclusive, pas comme les dialogues qu'on appelle qui exclut la majorité des Tchadiens. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le CMT va s'éterniser au pouvoir. Non pas pour les 18 mois, mais pour les 36 mois et peut-être pour 30 autres années. Depuis l'annonce de la mort du président Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, concentre presque tous les pouvoirs. Il a pris les titres de président de la République et de chef suprême des armées et a promis des élections libres et démocratiques dans une période de 18 mois renouvelable, mais sans exclure une prolongation de la transition. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le trésor de l'histoire de Grand Bassam menace de disparaître. Poids des années qui passent, absence de politique de conservation. Grand Bassam, patrimoine en péril, c'est le sujet qu'on vous propose dans NCI Reportage ce soir. Un extrait. Aujourd'hui, quand je vois l'état de ce bâtiment, vraiment, je suis écœuré. Apparemment, quand le tourisme vient, ils se disent qu'il y a eu des guerres ici, comme quoi ces bâtiments ont été bombardés, puisque certains même, ils arrivent même à poser la question pour savoir, mais l'Allemand, ces bâtiments, dis-nous la vérité, si ces bâtiments ont été bombardés, s'il y a eu la guerre. Ils disent non, il n'y a pas eu de la guerre, mais seulement que c'est de la négligence. Et ça fait aujourd'hui plus de 30 ans, plus de 40 ans, et constater un peu l'état de la maison, compte tenu de la brise de mer, puisque l'océan Atlantique, on n'est pas loin. Et puis, vous l'avez entendu dans ce journal, la pandémie est toujours présente. Continuez de faire attention à vous en respectant les gestes barrières. On se retrouve demain soir à la même heure pour un dernier journal.